Bienvenue dans les épisodes coup de cœur des Sages-Femmes Authentiques. Cet été, j'ai décidé de vous reproposer certains épisodes que vous aviez particulièrement aimés, des épisodes qui résonnent encore aujourd'hui et qui s'inscrivent parfaitement dans la série en cours avec Sages-Femmes Authentiques, les épisodes de Questionner la sage-femme sur les petits gestes qu'on banalise. Et aujourd'hui, c'est surtout en fait une phase qu'on a comme mal compris et qu'on a tendance à mal accompagner, en tout cas qu'on aurait besoin de remettre du sens et d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle est là. Je pense que c'est surtout la compréhension et la physiologie que ça représente, puisque c'est la phase de désespérance que je vous propose aujourd'hui de réaborder. Un épisode qui a été déjà de nombreuses fois écouté, et donc n'hésitez pas à le partager, parce que je pense que s'il a autant fonctionné, c'est que pour une fois, je vous explique clairement pourquoi est-ce que vous vivez ces moments si intenses dans votre enfantement. N'hésitez pas à le partager donc, et puis à revenir vers moi si vous avez des questions ou que vous avez envie qu'on échange sur le sujet. Bonne écoute. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'accompagner une puissante naissance avec une maman qui avait déjà été suivie à la bulle pour son premier bébé et qui avait vraiment eu du mal justement à accepter ce moment où on doit aller au-delà de soi-même, où on perd complètement pied, où la peur vient nous envahir, et qui l'avait amené à quitter la bulle pour demander un transfert à ce moment-là. Et on avait beaucoup travaillé ce moment dans les préparations, pendant la grossesse, pour réaborder justement la question de la désespérance, et expliquer son rôle, à quoi ça sert, qu'est-ce que à ce moment-là il pourrait mettre en place, etc. C'était tout un enjeu en fait, qu'elle puisse arriver à dépasser ce moment-là et à aller au-delà d'elle-même. On dit souvent de l'accouchement que c'est le rite initiatique des femmes. Pourquoi ? Justement parce qu'il y a toujours ce moment de doute, ce moment où elles pensent qu'elles vont pas y arriver. Cette fameuse phase de désespérance, et puis elles vont aller au-delà d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, du coup, je vais vraiment vous parler de cette phase où il y a la peur, le doute qui vient submerger. Je vais vous parler donc de la phase de désespérance. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Alors c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce que cette phase est si intense, si forte, pourquoi est-ce que dans la physiologie on est obligé de passer par ce moment bien plus que désagréable, parce qu'il y a même des femmes qui arrivent à en dire qu'elles vont mourir. Donc je pense que le sentiment qui vient envahir les femmes à ce moment-là est tellement violent que c'est assez remuant, clairement. À quoi est-ce que ça sert ? En fait, pour pouvoir vraiment bien expliquer la phase de désespérance, je dois revenir un petit peu en arrière et réexpliquer un peu plutôt qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal, quel est le jeu des hormones qui est mis en place pendant cette phase de dilatation, pendant le travail. Ce qu'on veut clairement, c'est que la femme, elle baigne dans l'ocytocine. L'ocytocine, c'est vraiment l'hormone de l'amour, l'hormone de l'attachement. C'est l'hormone qui donne des contractions. Ce qu'on ne veut pas, en revanche, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone de la peur, l'hormone de la fuite. On oublie la plupart du temps qu'on est des mammifères et que l'adrénaline, c'est un super pouvoir, parce que si jamais une femelle s'apprête à mettre bas ses petits et qu'elle sent que dans son environnement, il y a un prédateur potentiel, elle peut, grâce à l'adrénaline, stopper son travail et fuir.
C'est ce qui amène dans notre situation à nous, par exemple, les femmes qui ont des belles contractions chez elles, ça avance bien, elles le sentent là, ça monte en intensité, etc. Elles montent dans la voiture, elles arrivent à l'hôpital et là, il y a plus une seule contraction. Et elles disent, mais si, je vous assure, j'avais des contractions à la maison, voilà. Ben en fait, ça c'est l'adrénaline. C'est parce que on arrive dans un milieu qu'on connaît pas, on va devoir expliquer notre situation à quelqu'un qu'on connaît pas. Il y a les blues, il y a l'odeur, il y a le contexte général qui fait que très souvent le travail s'estompe, voire s'arrête. On observe parfois même ça à la bulle, c'est vraiment un petit peu l'appréhension, la peur, la petite crainte qui fait que ça vient perturber un peu le processus parce qu'il y a un petit peu d'adrénaline qui vient. L'adrénaline, moléculement parlant, dans sa structure moléculaire, ressemble un peu à l'ocytocine et donc elle est capable de prendre sa place au niveau des récepteurs à l'ocytocine. C'est pour ça que avec ce mimétisme, elle peut remplacer et donc faire en sorte de stopper, voire d'arrêter le travail, voire de le ralentir. Avec l'ocytocine et avec le fait que les femmes, elles vont monter, les contractions vont monter en intensité au fur et à mesure, ce qui va se passer, c'est que la femme, elle va obliger de rentrer un peu dans le rythme. C'est ça en fait le jeu des contractions et surtout de l'augmentation au fur et à mesure de l'intensité, c'est que elle embarque et qu'elle va devoir petit à petit en fait s'adapter au fur et à mesure. Bon, je mime souvent les débuts de travail et puis un peu l'augmentation de l'intensité comme ça pendant les préparations à la naissance et j'explique en fait au début, c'est plutôt la femme elle tient son ventre, elle s'adresse à son homme et puis elle lui dit ah ouais, elle est plus forte quand même celle-là, je la sens, ça fait mal. Ok, mais elle dit ça pendant sa contraction. Et puis plus ça va augmenter en intensité, plus elle va stopper, arrêter de parler, limite faire un signe avec son doigt pour dire à son homme c'est bon, attends 2 secondes, là j'ai une contraction, je te la gérer puis ensuite je te reparle. Mais donc elle est capable de se reconnecter encore. Et en fait, plus ça va aller et plus elle va se déconnecter et elle aura plus l'envie en fait de reprendre la conversation là où elle en était. Alors que jusqu'à présent, elle était peut-être encore en train de le faire. Et voilà. Et en fait, en décrivant ça, j'explique que on passe de palier en palier en fait. Petit à petit, l'intensité augmente. On passe pas de cette contraction elle est un peu plus forte à en train de pousser le bébé comme vous entendez dans le jingle au début du podcast. Non, pas du tout. C'est que l'intensité elle augmente au fur et à mesure. Et en fait, les femmes, elles ont un pouvoir, c'est qu'elles ont tendance un peu à s'auto-hypnotiser. Si on observe une femme en travail, elle se berce, elle bouge, mais elle vit chaque contraction au fur et à mesure, etc. Et en fait, plus ça va, plus elle embarque, plus son état cognitif en fait s'altère. Elle est plus du tout maître des perceptions du temps. Elle ferme beaucoup les yeux. Elle a l'air complètement stone en fait. Et ça aussi parce que plus elle profite de ses pauses, plus elle bénéficie des endorphines. Et donc, elle a l'air stone, mais en fait, elle l'est un peu quand même. C'est pas pour autant qu'elle aura pas mal, parce que souvent quand je dis oui, les mamans, elles sécrètent des endorphines, elles disent ah alors si j'ai les endorphines, j'aurai pas mal. Non, c'est pas ça. C'est juste que ça va aider dans un état un peu, on dit comment déjà, vaporeux comme ça. On est un peu, ça aide en fait à déconnecter et à mieux vivre ça. Puis le fait que ce soit rythmé, que ça revienne, etc. Pareil, ça amène en fait à décrocher. Dans cet état-là, les femmes, parfois, elles sont capables de s'endormir entre les contractions. D'accord ? Ça a beau être intense, elles se réveillent, elles bougent, elles soufflent, elles visualisent ses contractions dans l'ouverture, elles laissent faire son bébé, elles se parlent, elles parlent à ses contractions. Enfin voilà, les femmes, elles ont leur propre boîte à outils. Chaque femme va faire les choses différemment. Il n'y a pas une seule manière de faire ça. Et en même temps, souvent les personnes, elles viennent nous voir parce qu'elles veulent avoir les clés de ce moment-là, de comment est-ce que je fais pour gérer les contractions, comment est-ce que je fais pour gérer la douleur. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on fait pour accepter l'intensité. Parce qu'on parle de douleur, parce qu'on n'a pas d'autres mots pour décrire ça. Mais c'est l'intensité et la force intérieure qui se met en route pour pouvoir aider le col à s'ouvrir et ce bébé à appliquer sur le col, à ouvrir la porte. Mécaniquement, c'est ça le schéma. C'est l'ocytocine augmente de plus en plus en intensité, du coup les contractions sont de plus en plus fortes et le bébé appuie de plus en plus régulièrement et de plus en plus fort sur le col pour pouvoir l'ouvrir. Physiquement parlant, j'ai envie de dire, c'est ce qui se passe. Si on n'accepte pas ce qui est en train de se passer, puis qu'on retire en mode « Oh non, ça fait trop mal, j'y arrive pas », et puis qu'on est toute tendue, etc., on ferme tout, on est
tendu, en général, on ferme, on serre les dents, on serre la gorge. Quand on serre en haut, on serre en bas. Donc en fait, le passage aussi au niveau du col, etc., on remonte un peu le bébé, puis le bébé, du coup, il appuie pas contre le col. D'accord? Les femmes, quand elles font ça, en fait, elles plaquent un peu le bébé contre elles tiennent leur ventre, elles remontent un peu le bébé de quelques millimètres, mais du coup, le bébé n'applique pas de manière optimale sur le col, et donc du coup, elles se sont tapées une contraction pour rien. Donc apprendre à pourquoi est-ce que ça se passe comme ça aide les femmes à lâcher un peu plus prise et à laisser faire le bébé, à ce que le bébé descende, etc. Maintenant, revenons à la phase de désespérance, cette fameuse phase qui fait super peur. Pourquoi est-ce qu'on a ce moment-là? À ce moment-là, en fait, ce qui se passe, on est aux alentours de 8 centimètres. Ces 8 centimètres, ils sont un peu stratégiques, hein, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le col, il est au maximum tendu, on va dire. Il est dans une tension très très forte, et il y a ce bébé qui vient appuyer parce que il veut faire passer ces derniers millimètres de col, il veut pouvoir, voilà, c'est les derniers, le dernier obstacle. Mais dans la sensation qu'a la mère, du coup, avec cette tension vraiment très très forte au niveau des fibres, au niveau du col, et puis ce bébé qui appuie fort, la sensation, elle est très aiguë et très très forte. C'est une douleur très très intense, et en fait, elles sont pas bêtes, les femmes. Elles savent très bien que là, maintenant, le bébé, il est pas sur le point de sortir. Donc elles savent très bien qu'elles sont pas à la fin, que le bébé, il est pas en train d'arriver, qu'elles sont pas du tout en train de pousser. Et donc là, ce qui se passe mentalement dans leur tête, c'est ah mais en fait, c'est une douleur qui est horrible, je pourrais pas aller plus loin, c'est pas possible, ça peut pas faire plus mal. Parce que, elles ont bien compris aussi qu'au fur et à mesure, crescendo, ça a augmenté. Et donc là, ce qui vient dans leur esprit, c'est, ça va encore augmenter crescendo, ça peut encore aller plus loin, mais moi je peux plus aller plus loin, c'est pas possible, la douleur est trop intense. C'est vraiment important de comprendre que à ce moment-là, le rôle physiologique de la désespérance, en fait, c'est de faire en sorte que les femmes, elles se réveillent. Parce que dans cet état d'auto-hypnose, là où elles ont tendance à s'endormir, où elles sont un peu vaseuses, où elles ont l'air pas vraiment là, etc., c'est compliqué, en fait, de mener à bien la fin de la mise au monde si elles restent dans cet état-là. Donc, le boost que va donner cette phase de désespérance, c'est un réveil presque immédiat, et les femmes, elles disent non, je peux plus, j'y arrive plus. Là, elles ouvrent les yeux, alors que jusqu'à présent, souvent, elles ont les yeux fermés, elles gèrent les contractions, etc. Là, elles ouvrent les yeux, on voit la panique dans leurs yeux, hein, la plupart du temps. C'est le moment où elles ont vraiment besoin de leur phare, leur compagnon, leur compagne, leur sage-femme, des gens autour d'elles, en tout cas, qui croient en elles et qui vont avoir les bons mots. C'est là où je dis que l'accompagnement personnalisé qu'on propose quand on fait un suivi global, avant, pendant, après, la force qu'on a, nous, dans ce moment-là, c'est que justement, on connaît vraiment bien nos patientes. Et là, dans la situation que j'ai vécue avec la patiente qui a accouché aujourd'hui, c'est que, forte de son expérience de la naissance de sa première et de ce qui n'avait pas été pour elle, elle a pu redonner les informations et dire, en fait, ce qu'il m'aurait fallu, c'est quelqu'un de beaucoup plus directif, un coach, en fait, qui me dise, non, maintenant ça suffit, tu vas y arriver, t'as tout en toi, tu peux le faire, etc. Et c'est vrai que c'est pas une posture qu'on prend hyper facilement. C'est-à-dire que moi, je vais essayer de rassurer, mais je vais rarement prendre une posture, je fais des gros guillemets, mais de coach, en fait. Mais là, elle a su me dire que c'était ça qu'elle voulait, que c'était ça dont elle avait besoin. Quand elle a commencé à paniquer, elle m'a rappelé. C'est-à-dire qu'avant ça, moi, j'essayais plutôt de préserver leur intimité, leur besoin d'être entre eux, et je venais juste pour écouter le bébé, et je ressortais pour les laisser tranquilles, pour qu'ils puissent, voilà, faire ce dont ils avaient besoin pour vraiment sentir tous les deux, sentir bien et favoriser l'ocytocine. Quand elle a commencé à avoir besoin de moi, elle me l'a dit, en fait, et elle a dit Mélissa, redis-moi ce qui va se passer maintenant. Donc j'ai pu lui dire, ça va continuer à augmenter en intensité, ça va être de plus en plus fort, jusqu'au moment où tu vas douter, tu vas te dire que tu vas pas y arriver. Et ça, c'est le moment où tu vas avoir ton col qui va être dilaté au maximum, qui va être tendu au maximum, et il faut que ton bébé passe. Pour ça, tu dois laisser faire, etc. Donc j'ai réexpliqué, j'ai redit avec des mots rapides pour que elle puisse entendre vite mon message. Et puis après, à partir de là, dans les contractions, quand elle avait besoin, elle me le disait. Elle disait, Mélissa, là, j'arrive pas, j'ai peur. Et donc, moi, il fallait que je trouve comment est-ce que j'allais la rattraper. Mais c'est parce qu'elle me l'avait dit
que du coup j'ai pu l'accompagner. C'est parce que je la connaissais, que je savais qu'elle allait traverser ça comme ça, que je pouvais me dire on est toujours dans le bon, c'est bon, j'ai moyen de la récupérer et j'ai moyen de faire quelque chose. C'est un moment qui déstabilise beaucoup les soignants aussi. C'est-à-dire que si jamais on n'est pas prêt à ça, à cette intensité, je pense que c'est très inconfortable de voir ces femmes qui paniquent, qui disent qu'elles vont mourir, qu'elles vont pas y arriver, etc. Mais quand on sait et qu'on a les clés, on peut vraiment être le pivot qui va faire qu'elles vont garder le cap et qu'elles vont y arriver. Son homme, il a pas arrêté de lui dire, mais si tu le fais bien, même moi je le vois que tu y arrives, vraiment t'es super, voilà. Et ben ça va aider la femme à traverser ce moment-là. Et puis lui rappeler justement de laisser faire, de pas être totalement crispée, d'accepter ce qui est en train de se passer, qu'elle doit laisser son bébé appuyer, que c'est les derniers millimètres de colle. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est que c'est la fin de la dilatation. D'accord? Mais dans la réalité, c'est très dur à vivre psychiquement parlant. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'on parle de rite initiatique. C'est parce que psychiquement parlant, ça nous emmène très très loin. Il y a une sage-femme très connue, Karine, qui dit que les femmes, elles se fragmentent en fait au moment de la naissance, qu'elles s'y perdent totalement, qu'elles se fragmentent et puis que quand elles reviennent, elles reviennent comme une nouvelle version d'elles-mêmes parce que elles se sont fragmentées, tout s'est recollé, mais quand on recolle, c'est plus exactement pareil. Mais c'est un peu ça. Quand on parle du rite initiatique, c'est parce que vraiment les femmes, elles vont au-delà d'elles-mêmes, elles pensent qu'elles vont pas y arriver, des fois elles disent qu'elles vont mourir. Comme elles le traversent, après elles se disent waouh, en fait je pensais que j'y arriverais pas, en fait je l'ai fait. Dans la physiologie, donc, ça réveille. Et ça réveille pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y a un gros pic d'adrénaline. Donc, je disais tout à l'heure que l'adrénaline, on n'en veut pas pendant le travail parce que ça peut stopper le travail. Mais à ce moment-là, l'adrénaline, c'est un grand allié. D'accord? Ce moment de gros shoot, c'est énorme à ce moment-là, l'adrénaline qui est sécrétée parce que quand même, elle pense qu'elle va mourir parfois, hein. Ou en tout cas, elle est dans une intensité telle que j'y arrive pas, je trouve plus de position, je peux pas, j'y arrive pas, je veux la péri, etc. Voilà, moi, ça m'est aussi arrivé de dire à une patiente qui me dit « Je veux la péri !» Mais à nouveau, je savais à qui est-ce que je m'adressais. Elle était dans la piscine, donc nue, et moi, je lui dis « Tu veux la péri? D'accord. Il faut que tu sortes de l'eau, que tu te sèches, que tu t'habilles, qu'on rassemble tes affaires, qu'on aille jusqu'à ta voiture, qu'on roule jusqu'à l'hôpital, etc. » Je lui ai fait tout le schéma, et puis elle a dit « Non, c'est bon, je reste là où je suis. » Alors oui, on peut pas dire ça à tout le monde, mais à elle, je savais que je pouvais lui dire que elle voulait ça, mais qu'en fait, c'était pas la solution, que là, elle était au bout, et que si elle restait là, ça allait bien le faire. Et d'ailleurs, quand elle a dit ça, peu de temps après, son bébé était là. Mais donc, l'adrénaline, grande amie pour se réveiller, mais surtout, l'adrénaline, ce gros boost d'adrénaline, celui qui va beaucoup en profiter, c'est le bébé. S'il y a autant d'adrénaline dans le corps de la mère, le bébé va aussi en bénéficier. Et ça va faire quoi? En fait, ce qui attend le bébé après ça, c'est un travail qui est énorme. Je vais vous faire une vidéo dans les prochains jours, je pense, pour reparler du passage du bébé dans le bassin. Mais clairement, à ce moment-là, c'est de la spéléo, mais vraiment très très difficile pour le bébé, d'accord? Alors si en plus c'est un premier bébé, il va devoir modeler les structures tout autour de sa tête, etc. Donc ça va encore prendre pas mal de temps. Et ça, je reviendrai dessus sur l'idée que c'est pas parce qu'on a dilatation complète qu'il faut pousser. Je pense que je ferai tout un épisode là-dessus. Mais voilà, il va falloir en fait, en tout cas, que le bébé descende un peu plus dans le bassin et il va devoir tourner, faire des rotations, etc. C'est pas un chemin tout droit en fait, hein, et même pas un peu incurvé ou je sais pas quoi. Non, le bébé il doit vraiment changer sa position au fur et à mesure pour pouvoir s'engager de la bonne manière. Donc cette adrénaline va aider énormément le bébé parce que il va être tout serré, tout comprimé quand il passe dans le bassin de sa mère. Les contractions sont de plus en plus fortes. Au maximum des contractions, il y a quasi plus d'échange entre le placenta et l'utérus. Et donc du coup, c'est comme si le bébé faisait quelques secondes d'apnée en fait, qu'il a plus d'échange à ce moment-là. Et donc, il doit apprendre à gérer ça. Les bébés qui ont pas eu leur adrénaline, donc clairement ceux qui sont sous péridurale, voilà, la maman, elle va pas avoir cette phase de désespérance, elle va pas avoir cette phase de panique, donc ils auront pas ce gros shoot d'adrénaline. Et ben, je peux vous dire qu'à l'hôpital, quand les sages-femmes surveillent les monitos à distance, elles sont capables de dire quand le bébé commence à s'engager dans le bassin, parce que ça se voit au niveau du monitoring. On voit au niveau du rythme cardiaque du bébé qui fait des décélérations rythmées en fonction des contractions. Donc, on voit très bien, en fait, dans le schéma, le tracé typique du bébé qui s'engage dans le bassin de sa mère. Avec le boost d'adrénaline, je peux vous dire que, à la bulle,
J'ai rarement des bébés qui font des grosses décélérations aussi fortes que ce que j'ai déjà observé à l'hôpital. Mais pourquoi? Parce que le bébé, il est comme boosté, vous savez, il est prêt à faire cet effort hyper important de ces derniers millimètres qu'il va devoir passer, mais qui sont vraiment très difficiles pour lui. C'est comme quand on est boosté par la peur et puis qu'on court beaucoup plus vite que d'habitude, qu'on a l'impression qu'on a des ailes et que on a la capacité à aller encore beaucoup plus vite et que c'est beaucoup plus fluide, etc. Ça, c'est l'adrénaline. Bah, pour les bébés, l'adrénaline va énormément l'aider au moment du passage dans le bassin, ça clairement. Ça va le mettre dans un état un peu de marathonien, là, prêt à vivre l'étape et à y aller, quoi. D'accord? C'est vraiment une aide précieuse pour lui. Ce gros pic d'adrénaline va aussi grandement l'aider pour son adaptation à sa vie aérienne, au moment où il va émerger et où il doit passer de son état de petit mammifère aquatique à un petit mammifère qui doit respirer de l'air et qui va devoir mettre en route ses poumons, etc. Où il y a un énorme changement au niveau dynamique à l'intérieur de son corps et où il doit bien s'adapter. À ce moment-là, l'adrénaline va l'aider vraiment dans cette transition-là. Et puis, il va lui permettre d'être en hyper éveil pendant les premières heures de vie. On dit que les bébés, ils ont un regard très particulier au moment de la naissance. On appelle ça le proto-regard. Ils ont les pupilles dilatées, les yeux, des grands yeux en fait. Hein. Vous voyez un petit peu comme le chat botté là dans Shrek. Ils ont les yeux, les pupilles super dilatées et en fait, ils ont cette capacité à être vraiment présents. Parce que justement ils ont bénéficié de ce grand pic d'adrénaline. À ce moment-là, ils vont créer du lien en fait. Ils s'amourachent de vous et vous vous amourachez de lui. Cet état d'éveil, en fait, le bébé, il l'aura pas avant plusieurs semaines après ça. Donc c'est vraiment grâce à l'adrénaline qu'il a ce temps où il est bien éveillé, où il va pouvoir faire ses premières tétées, où il est capable de crawler pour aller jusqu'au sein. Si on le dépose sur le bas-ventre de sa mère, il est capable d'avancer pour aller jusqu'au sein. Il va amorcer ses premières tétées, voilà. Et tout ça, grâce à l'adrénaline, il va le faire vraiment bien. La phase de désespérance fait vraiment partie des moments clés et bien comprendre quel est l'enjeu derrière aide en général à passer ce cap-là. Et on peut, si on a bien expliqué à quoi ça sert, si on a bien compris comment fonctionne la personne, on a vraiment les moyens de pouvoir l'aider à le traverser plus sereinement et plus rapidement. Clairement, des femmes qui restent en désespérance trop longtemps, elles sont pas bien après. Puis elles ont pas une expérience du tout positive de leur accouchement. C'est là où on en arrive à la souffrance. Donc avoir les clés, pouvoir aider à passer ce cap-là, c'est hyper important. Donc j'espère vraiment que s'il y a une chose que vous pouvez faire, si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui s'apprête à mettre au monde son bébé, partagez-lui ce podcast parce que je pense que celui-ci, c'est vraiment une clé de savoir à quoi est-ce que ça sert pour plus facilement lâcher prise, plus facilement laisser faire parce que quand on reste bloqué à ce moment-là, on risque d'avoir besoin de la médecine plus rapidement. C'est clairement un moment aussi où si on est à l'hôpital puis qu'on a dit que on verra bien si je prends la péri ou pas, voilà, où le choix il est pas très très clair et c'est plutôt en mode on verra comment ça se passe et puis peut-être que je le ferai sans, peut-être que je ferai avec, voilà. Là franchement, je dirais que c'est quand même assez rare qu'une femme qui s'était pas vraiment préparée à vivre une naissance dans sa pleine intensité ne va pas demander la péridurale à ce moment-là. C'est quand même assez rare. Et alors, j'ai déjà entendu des femmes qui m'ont dit oui, j'en pouvais plus, c'était trop dur, etc. Du coup, j'ai demandé la péri et puis même pas une heure après, mon bébé était là. Si j'avais su, je l'aurais pas prise. Mais là encore, si on est plus clair avec les soignants dès le départ, si par exemple on a fait un projet de naissance, qu'on s'est préparé, qu'on a dit bon voilà, moi mon souhait c'est a priori c'est vraiment d'accoucher sans péridurale et que on a les pistes en tout cas pour pouvoir aider au moment de cette désespérance, ou qu'on a vraiment bien préparé le papa pour que oui il est le phare, mais qu'il soit en plus capable justement d'aller plus loin et de rassurer, de dire c'est ok, etc. Si on a les bons soignants à côté de soi, on peut le traverser très bien. Mais si on est avec un système où on est dans un hôpital où la sage-femme qui nous accompagne, elle accompagne encore 3 voire 4 autres naissances,
elle sera peut-être pas là à ce moment-là. Ou en tout cas, elle sera peut-être pas là pleinement parce qu'elle aura pas l'opportunité de vraiment se poser et de vraiment être disponible 100% pour vous. Et c'est ça qui va rendre les choses plus difficiles et qui va faire peut-être que vous allez vous tourner plus vite vers la péridurale. D'autant plus que c'est parfois plus facile pour les services que les femmes sous péridurale, parce que c'est plus facile de gérer 4 femmes sous péridurale que 4 femmes sans péridurale. Ça, je sais pas comment ça serait possible. C'est vraiment un moment clé et c'est vraiment hyper important que le compagnon, la compagne soit vraiment au clair sur ce qui va se passer. Moi, je peux vous dire que mon homme, il m'a dit il y a pas très longtemps, en reparlant avec d'autres gens, hein, mais du coup, il m'a dit clairement, moi, je crois que j'avais complètement oublié ce que c'était que la désespérance et que le jour où je l'ai vraiment compris, c'était pour notre 3e bébé. Alors pourquoi? Parce que nos 2 premiers sont nés à l'hôpital. Le premier parce que lui, il était pas prêt à un accouchement en dehors de l'hôpital. Et puis la deuxième, elle était en siège. Donc on va dire que l'enjeu, c'était surtout la voix basse. Mais moi, je me souviens clairement, en fait, de ces phases de désespérance. Et notamment pour ma deuxième, je me souviens que c'est le moment où j'ai demandé à la sage-femme de ne plus me quitter. Je lui ai dit, tu pars plus maintenant, hein, tu restes avec moi. Hein. Donc je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin qu'elle soit, elle, mon phare aussi. Et que j'avais besoin justement qu'elle reste auprès de moi et qu'elle soit capable de me dire que c'était OK, quoi. Mais clairement, l'intensité de la phase de désespérance pour ma 3e, je me souviens, et je crois que c'est cette image-là que je vais utiliser pour l'illustrer, parce qu'on voit vraiment sur ma tête que c'est la désespérance, là. Je me souviens taper du poing sur la piscine et dire vraiment grossièrement que ça faisait mal, et dire à notre sage-femme mais qu'est-ce que tu fais? Mais aide-moi, vraiment. Et je me souviens qu'il vienne et qu'il me dit tu es un bateau dans la tempête. Et moi je lui disais mais j'ai mal, je m'en fous de ton bateau. Donc c'est clair que à ce moment-là, moi ce que m'a dit mon homme après, c'est dans ma tête, je me disais on va devoir appeler une ambulance, on va devoir aller à l'hôpital, alors que non, c'était effectivement que la désespérance avec des gros guillemets. Mais c'est vrai que c'est un moment qui peut vraiment faire peur au papa et aux mamans si jamais c'est une compagne. Et donc c'est vraiment important de bien les avoir préparés eux aussi à traverser ce moment-là pour pas que eux-mêmes paniquent en fait, parce que si on panique, si on est nous-mêmes dans la peur, on va transmettre encore plus d'adrénaline. L'adrénaline, ça se transmet super bien. Donc, si jamais on commence à avoir peur, ça va se transmettre et les effets, ils vont être néfastes en soi. Même si, ici, elle va sécréter naturellement de l'adrénaline, mais justement, elle a besoin de pouvoir s'ancrer à quelqu'un qui croit en elle, quelqu'un qui donne confiance. Ça me rappelle aussi une histoire d'une naissance qui avait eu lieu à la maison de naissance, un premier bébé et une maman qui pour s'aider en fait, hein, avait vraiment besoin d'extérioriser et criait très fort. Elle était dans la piscine et elle prenait appui sur les bords de la piscine, elle poussait et elle criait très très fort, waouh, très 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 fort, mais très puissant. Moi je me souviens, on a revu les vidéos aussi avec Mélanie une ou 2 fois et puis elle disait, oh, moi à chaque fois ça me donne la chair de poule, elle est trop puissante, elle est trop forte. Ça c'était vraiment ce qu'elle nous transmettait. Mais je voyais ce papa à côté de la piscine, vraiment impassible, il disait rien. Il cherchait pas à avoir des interactions avec nous parce que très souvent en fait les papas dans ces moments-là quand eux ils paniquent ils nous regardent en mode c'est normal ça, tout va bien, c'est ok, enfin voilà. Et là je me souviens que il nous a pas vraiment regardé. Moi je suis juste retournée un petit peu près de lui et je lui ai dit t'es prêt à accueillir le bébé, c'est toi qui le fais et tout ça, et il a juste hoché la tête en mode oui oui c'est bon je le fais, voilà. Puis finalement, le bébé est né, sorti, était dans la piscine et puis je lui ai donné un coup de coude pour lui dire hey, vas-y, tu peux attraper ton bébé. Et je pense le lendemain ou le surlendemain, je suis chez eux pour le rendez-vous postpartum et je lui dis en tout cas franchement tu m'as impressionné, t'as été un vrai rock quoi. Et là il m'a dit mais Mélie, mais j'avais la trouille. Vraiment, j'avais super peur. Comment elle criait, comment elle hurlait. Je me suis dit que je l'avais jamais vue dans cet état-là, que c'était vraiment
super intense, si pas pour dire violent, quoi. Et je lui ai dit, bah franchement, chapeau parce que t'as super bien géré et du coup, tu lui as pas du tout laissé paraître que t'étais dans la peur et ça a dû grandement l'aider. Et elle a dit, mais oui, il a été génial, enfin voilà. Et je dis, ben franchement, tu vois, t'as super bien géré parce que pour elle, elle avait besoin de voir que t'étais bien là et c'est ce que t'as fait. Donc c'est hyper important aussi, donc de bien informer, de savoir qu'est-ce que c'est, de qu'est-ce qu'on risque de traverser. Moi, c'est pour ça que je la mime, et je la mime vraiment très très fort cette phase-là pendant les prépas, pour bien qu'on se rende compte. J'ai d'ailleurs une femme qui m'a dit ça la semaine dernière. On s'y croirait là, Amélie. Mais je dis, bah avec toutes les naissances qu'on accompagne, puisqu'on a nous-mêmes traversé, évidemment, on sait très bien de quoi on va. Et c'est important pour les femmes, mais c'est hyper important pour les couples, pour que chacun puisse aussi parler de qu'est-ce que je pense que je vais avoir besoin, qu'est-ce qui va être difficile pour moi, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour moi à ce moment-là, etc. C'est important en fait d'en parler pour pouvoir aider à ce moment-là. Et d'ailleurs, hier, je me souviens essayer de rassurer cette maman, dire des choses, etc. Puis lui dire, c'est ce que tu voulais, tu vas le faire, tu vas le traverser, t'as un mental de marathonienne, tu vas le faire, voilà. Et puis, à un moment donné, j'entends son homme qui dit, oui, de toute façon, t'as pas envie d'aller à l'hôpital, tu veux pas payer la facture de l'hôpital. Et là, je l'ai regardé en mode, mais pourquoi tu sors ça, toi? Et lui, il dit, j'avais l'autorisation de le dire et à ce moment-là, et c'est pour ça que je le dis. Tu vois. Donc, si ils en avaient parlé, elle savait qu'ils pouvaient lui dire ça à ce moment-là. Ouais, parce que t'as pas envie de payer la facture de l'hôpital. Bah, je pense que aussi, à un moment donné, ça l'a ramené à, j'avais dit que je ferais ça parce que je voulais pas aller à l'hôpital, parce que je ne veux pas payer l'hôpital. Donc, c'était fort, en fait, de savoir qu'ils en avaient parlé, qu'ils avaient décidé de cette petite phrase qui avait du sens pour elle à ce moment-là. Voilà. Donc, phase de désespérance, oui, c'est un gros mot. Karine, elle utilise le mot de sommet. Elle dit c'est faire son sommet parce que elle fait le parallèle avec une balade dans la montagne et elle dit ben voilà, tu dis oui, je vais le faire, je vais avancer et je fais enfin vous savez ça serpente hein, quand on monte dans la montagne. Alors je fais 1, 2, 3, puis je vois un panneau qui dit ah le sommet c'est par là. Ouais, trop bien, c'était facile. Hop, on continue, on fait encore quelques serpentins et puis on arrive à un autre endroit et on voit un autre panneau qui dit eh, le sommet c'est par là. Elle dit quoi? Non mais attends, bon ok, d'accord, on continue, hop. Là encore un panneau qui dit le sommet, c'est par là. Et puis au final, on arrive à un endroit et puis en fait, on est face à un mur, il va falloir monter limite, voilà. Non mais moi j'ai plus envie là, non non, moi je l'aime pas cette montagne, je la ferai pas, là je reviendrai plus jamais, enfin voilà. Bah c'est pour ça qu'elle appelle ça le sommet. C'est pour dire voilà, on a bien cheminé, on a bien avancé, c'est devenu de plus en plus dur, puis on arrive devant ce mur et là on a l'impression qu'on va pas le faire quoi. Mais en fait, on va le faire. Donc voilà. Il y a des petites choses qui peuvent aider. Je sais qu'il y a des mélanges potentiellement qui peuvent exister en homéopathie, mais aussi parce que nous, ça nous arrive quand c'est fort intense d'utiliser l'homéopathie, quand par exemple le col il veut plus trop se dilater parce que ça dure, et puis ça finit par se démacier, et que ça rend cette phase beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile. Ça nous arrive d'utiliser de l'homéopathie. Je sais aussi qu'il existe des mélanges de fleurs de bac ou des mélanges aussi avec des hydrolats et des huiles essentielles. J'en ai déjà vu et j'ai déjà eu une patiente qui est venue avec des mélanges qui venaient de chez Mélune. Je vous mettrai aussi des liens en description. Ça peut être des petites choses qui peuvent au moins, en tout cas, vous rassurer. Je sais que j'ai déjà utilisé aussi de la glycérine de rose pour aider dans ces moments-là. Parce que la rose ça apaise énormément, c'est un peu sucré aussi, donc ça apaise les cœurs et l'âme, et donc ça peut être aussi des petites choses qui font que ben voilà, ça peut être un petit soutien, j'ai envie de dire. C'est pas une péridurale clairement, mais ce sont des soutiens aussi que si la femme elle les a choisis, potentiellement ça va l'aider. Donc pourquoi pas? On a tous besoin de trouver nos rituels, de trouver notre propre voie et notre propre médecine. Donc parfois on pourra utiliser des choses qui ont du sens aussi pour nous et qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je viens de vous décrire. Donc voilà, pourquoi pas. J'espère que cet épisode vous a plu parce que j'ai vraiment envie d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, etc., de me raconter un petit peu, peut-être comment est-ce que vous avez traversé cette phase de désespérance.
qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous, et puis qu'est-ce qui vous a aidé au maximum? Est-ce que c'était la voix de votre homme ou de votre sage-femme, ou est-ce que c'était les mantras que vous aviez accrochés partout dans votre chambre d'hôpital? Est-ce que c'était la musique qui vous a porté? Est-ce que, enfin voilà, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui vous a aidé dans ces moments-là, vraiment, mais dans cette phase de désespérance? Parce que cette clé-là, elle est particulière. Ces 8 centimètres là, ils sont forts. Dès que ça va lâcher, on passe à autre chose, une autre intensité, une autre force, une autre forme de sensation, etc. Et c'est important de le rappeler, que en fait, c'est une bonne chose, c'est de se dire qu'on est au bout de la dilatation. Je voulais vous annoncer aussi, en tout cas rappeler, parce que je l'ai mis sur les réseaux sociaux, mais vous annoncer qu'on sera ce week-end, enfin en tout cas dimanche, au salon de la parentalité à Tubize. Donc ça serait super chouette si jamais vous êtes dans le coin de venir nous voir. Ce sera l'occasion, en tout cas pour nous, de rencontrer des acteurs locaux. Et puis vous pouvez venir nous faire une petite visite. Si on ne se connaît pas, ça sera l'occasion de se rencontrer. Vous pouvez venir poser quelques questions. Moi, je serai là en tout cas toute la journée, et j'espère avoir l'une ou l'autre sage-femme de la bulle qui sera aussi présente. Je sais qu'il y aura notre sage-femme Anne qui sera présente, mais elle est de Tubize, donc elle aura son propre stand pour parler justement de sa pratique de sage-femme générale, on va dire, à Tubize, parce qu'elle propose de la préparation à la naissance, du suivi de grossesse et du postpartum. Mais donc venez nous voir, venez nous rencontrer, venez échanger, partager, venez juste nous revoir et nous faire un coucou, ça nous fera aussi plaisir. Et on vous l'a pas encore dit, mais sachez que nous aussi, notre salon Naître et Grandir en douceur aura bien lieu en 2024, et donc vous pouvez déjà mettre ça dans vos agendas, mais ça sera les 13 et 14 avril 2024. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un y.chambard avec un d @gmail.com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.